Ben ça y est, ça arrive. Hop là. Bonjour à toutes et à tous. Denis en direct du Théâtre de Lorient pour la 3e journée d'occupation du théâtre. Voilà, un théâtre de Lorient qui est occupé. Et donc il va encore y avoir une agora là dans pas longtemps. Donc salut Georges, n'hésitez pas à liker, à partager un maximum. Donc en direct de Lorient au théâtre, hein, en Bretagne. Voilà, donc surtout un maximum de partage, un maximum de likes. Salut Laurence. Je compte sur vos partages en tout cas et bah voilà, les festivités ont commencé. Donc bah, je vais vous montrer un peu tout ça. Et si, il y avait hier après-midi Patrick, hein. Georges, pardon. À 13h, j'ai fait un live. Hein. Et sinon, pour ceux qui passent et des fois qui pensent qu'il n'y a rien qui se passe, vous avez la possibilité de rentrer à l'intérieur du théâtre, hein, pour échanger, pour pouvoir voir ce qui s'y passe. Hein. Voilà. Et bah, une bonne fête pour la Saint-Patrick aussi. Hein. Hop là, c'est parti. Alors, hier, Georges, vers 15h, il n'y avait plus rien dehors, mais il y a des choses qui se passent encore à l'intérieur. Après, pour accéder au théâtre à l'intérieur, il faut passer par la porte de derrière, en fait. Salut Angélique. Donc surtout, je vous demande, hein, pour avoir un maximum de visibilité, n'hésitez pas à liker, à partager. C'est grâce à vos likes et à vos partages que ça permet d'avoir un maximum de visibilité. Hein. Bonjour Jean-Rémy. Donc n'hésitez pas à venir, hein, si vous avez le temps et que vous pouvez. En plus il fait beau. Voilà, il y a des super moments de partage et d'échange et c'est vraiment sympa. Bravo les danseurs et choses. Merci. Donc un petit peu de monde à présent, mais n'hésitez pas à venir les rejoindre. Il y a vraiment une équipe là au théâtre, tous ces intermittents du spectacle qui sont super cool, très ouverts et énormément dans l'échange, quoi. Donc n'hésitez pas à venir les soutenir, n'hésitez pas à venir discuter avec eux, échanger, dialoguer. Voilà, ils sont très, très ouverts en tout cas. Vous avez pu le voir sur le live qu'il y a eu déjà hier. Bon, évidemment, c'était pas très malin d'aller danser avant de chanter. On va continuer par
une chanson du Laboratorium Piesnik, qui est un groupe polyphonique d'Ukraine, je crois bien. Avec Marion à mes côtés et Nina de l'autre côté, qui sont des élèves de chant polyphonique, et c'est la première fois pour elles qu'elles tiennent un micro en main pour chanter. Et du coup, essoufflées, après avoir dansé, tout ça pour soutenir tous les précaires, les intermittents du spectacle et autres. Les précaires du travail, exactement, pour cette occupation. Voilà. Et alors, dans la forêt, il y a un coucou qui a fait un nid et il s'est envolé. Et en gros, c'est le titre, enfin, c'est le sens de la chanson, très philosophique. À vous de méditer là-dessus pendant 3 heures. J'arrête pas de vous le demander, hein, mais surtout n'hésitez pas, allez-y, partagez, likez un maximum. Ça permet d'avoir un maximum de visibilité. Et merci pour vos partages et vos likes en tout cas. Voilà, ça ressemble à ça. Bon, alors passer après tout ça, c'est pas évident. Bah oui, quand même, c'était très joli. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je crois que toi, tu peux pas approcher, c'est pas possible. Voilà, c'est comme ça. Et puis c'est tout, on peut se faire une idée. Bon, je vais vous faire un petit morceau réunionnais. Voilà, 2 fois. Qu'est-ce que t'aurais pu faire? Qu'est-ce que t'aurais pu dire? Marcher dans la poussière, rester ou bien partir. Au soleil redouté, pour aller jusqu'où? Sous des cieux insensés, la sueur dans ton cou. Courir à perdre haleine, vouloir
comment s'en échapper, les chiffres de la semaine. La courbe s'est inversée, la courbe s'est inversée. Le désir et la rage d'écrire une autre page, le désir et la rage de s'enfuir de sa cage. Envoyer nos ados, nos rêves sont les mêmes cri, même credo. Vivre de ce que l'on sait. Ça va? C'est ça? Ouais, Bien. bien, ça va. Ah, ça va envoyer du lourd. Ouais. Ah bah tiens, justement, je profite que tu es là et puis qu'on est en direct. Comment ça se passe du coup en ce moment là voilà, et puis le programme de la journée. Que tu m'en demandes beaucoup. Rester ou bien. Ouais, mais t'interviens énormément, donc c'est pour ça que je me permets de t'en demander beaucoup. Je voulais dire déjà une première chose, et je vais le dire, je pense, à tout le monde, c'est très difficile de dormir ici, le chauffage est à fond. Je sais pas comment ils se démerdent. Ah bah, Chauffer un espace aussi. il y en a qui se plaignent de ne pas avoir de chauffage. Vous allez... Mais chez moi, j'ai Vouloir s'en échapper. Ouais. Et là, par exemple, c'est étouffant. Je sais pas, et c'est avec l'argent public que ce genre de grand théâtre subventionnel. La courbe s'est inversée. Ce chauffage. D'accord. Voilà, donc le programme, on va dire, des œuvres artistiques, une agora ensuite, qui est un espace ouvert à toutes et à tous pour discuter politique, artistique, culturel, c'est libre, voilà. Et puis, je vais peut-être en profiter pendant qu'on est en direct. Et pendant que vous êtes en direct en même temps, est-ce que vous avez besoin de choses particulières justement parce que... On a besoin de monde, on a besoin que tout le monde vienne ici sur la place parce que ce n'est pas une lutte que pour les intermittents et la culture. Notre projet n'est pas d'ouvrir à tout prix les salles, on veut jouer, non. On est là pour annuler, on est là jusqu'à ce qu'ils annulent cette putain de réforme. Et qu'on puisse refaire la fête entre nous et... Voilà, et que aussi on est là pour soutenir les intérimaires, les précaires, les intermittents de l'emploi, comme on dit, les étudiants, enfin bref, tout le monde peut venir. S'enfuir de sa cage. On retourne le bordel. On a aussi bien sûr solidarité, on soutient tous les gens qui occupent le théâtre en France. Eh ben, merci pour ton intervention en J'ai tout eu cas. l'impression d'être un peu... Mais je te dis, cette histoire de chauffage. Voilà, ça t'a retourné. Je pense que c'est avec nos thunes qu'on paye ce chauffage. Je te remercie en tout cas. Ouais, super, C'est le mec qui a mis en fait. Plaisir. Je suis pas étonné. Il y a le truc pour. Comment on fait? Voilà. Orwen, qu'est-ce qui se passe? Ah, Ça va? c'est le violon. Ouais, Ah, ça y est, salut tout le monde. Ok, je vois que l'entrain est maximum. Je réitère ma phrase, salut tout le monde. Ok, salut. Ok, est-ce qu'on peut avoir un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour Franck au piano? Ainsi que pour Enora et Marwen. Donc juste un petit mot pour dire merci d'être là, si nombreuses et si nombreux. N'hésitez pas à vous approcher là-bas, tous les pecnos du Pac Jules Ferry, vous pouvez nous rejoindre aussi. Voilà, il y a encore de la place. Va s'en suivre une agora. Est-ce que vous connaissez le principe? Ok, bon bah super. Est-ce que vous voulez qu'il rejoue ou ça vous a suffi? Vous avez le droit de dire oui, c'est un petit peu lourd, un peu longuet. Vous en voulez une autre? Ok, je crois que c'est bon. Allez, un peu d'entrain s'il vous plaît. Allez, ça fait combien d'années que vous n'avez pas été voir un spectacle en festival? Est-ce que vous pouvez applaudir et tout taper avec les pieds, tout le bordel? Merci. Se réveille, ça chauffe. Eh ben, on vous écoute. Ouais, mais.
Il me faudrait presque une perche avec un trépied, tu vois. Là, je pose, c'est bon, ça suffit. Alors vous avez le droit de, avec vos pieds, de faire tac 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 tac. Vous avez même le droit de faire. En fait, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous êtes encore un petit peu libre dans ce pays. Partout où vous voulez. Et on va faire un appel à la danse. Ouais. Danser à nouveau. Du clean. Il parlait de pas lourd, etc. Là, c'est le bon moment pour montrer le pas lourd par terre. Et le clean, c'est pour être bien pesant par terre. Oh la 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 la
Merci bien. Encore un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci, et maintenant tout le monde applaudit. Tu peux nous faire une petite ambiance musicale, s'il te plaît. Ok, Lorient, est-ce que vous êtes chaud? Allô, Bikini, vous êtes chaud? Arianté, vous êtes chaud? Coudon, vous êtes chaud? Oh oui. Plumeur? Non mais vous êtes tous de partout quoi. Ok, je vais redemander encore une fois à tous les gens qui sont là-bas de venir se rapprocher, tout en respectant évidemment les gestes barrières. Est-ce que quelqu'un ne connaît pas les gestes barrières? Tu te fous vraiment de ma gueule. Tu les connais pas? Ok. Est-ce qu'on a la responsabilité? Ah ben, s'il vous plaît, veuillez accueillir Clara, notre geste barrière à nous. Merde, il est mon masque. Attends, non, tu peux pas le tenir parce que je le tiens, donc déjà, tu respectes pas. Bonjour tout le monde. Je suis là pour passer un peu l'ambiance. Même la musique s'est arrêtée. Si tu peux éviter de me toucher, s'il te plaît. Je sais pas si c'était le Covid, j'ai pas envie de le choper. Alors, petite intervention pour vous rappeler, le port du masque est obligatoire. Nous vous demandons de prendre la parole, vous sentir libre de prendre la parole. Mais gardez votre masque s'il vous plaît. Ça marche? Vous m'entendez? Voilà, c'est tout. Bon agora! Je crois qu'elle est en train de péter l'ambiance. Et pour vous rappeler aussi que Roselyne, Madame Bachelot, nous a dit qu'il n'avait pas le droit de danser. Voilà. Merci. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce qu'elle pense? Ok. Bon alors, intermittente, intérimaire, précaire, intermittent du travail et du spectacle et de tout ce que vous voulez. Est-ce que tu peux mettre une ambiance musicale? On s'était calé, Franck, regardez les intermittents, ils n'ont plus rien à foutre, ils croisent les bras, il a fait sa chanson, il est content. Est-ce que tu peux faire un peu de musique, s'il te plaît? Quel professionnel. Ok. Donc une agora, qu'est-ce que c'est? C'est un espoir. Oh putain, le Clems. Chier ce chien. Et lui, mais l'ambiance. J'ai l'impression d'être à Aurillac, là. Ça y est, il y a du public, il y a des clébards partout. Il y a des punks qui mettent des micros. C'est pas vrai. À qui est ce clébard? Eh, le chien. C'est un chien sans maître ni maîtresse. C'est un chien libre. Merci à ce Sénat. Ok, donc une agora, un espace de liberté où on prend la parole quand on veut. Un espace voilà, de parole citoyenne, politique, culturelle, etc. etc. Peut-être quelqu'un va venir lire ou dire nos revendications. Je vous sens un peu tendu, un peu stressé là. Non, ça va? Ok, c'est peut-être moi qui ai pas assez dormi. C'est le chauffage. Ok, Ali, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Ali. Ali, je vais tenir le micro. Alors, moi, je suis là pour, en premier lieu pour vous lire un communiqué, pour expliquer un peu ce qu'on fait là et pourquoi on est là, et pourquoi on vous invite à venir. Alors, c'est un communiqué de presse qui a été écrit, que nous avons écrit le 15 mars. Alors nous, coordination des intermittents et précaires, membres des syndicats de la CGT Spectacle, de la CGT Chômeurs Rebelles, de l'Union locale CGT de Lorient, Union départementale CGT 56, occupons le Grand Théâtre. Au cœur de la cité, le Grand Théâtre, centre dramatique national, lieu emblématique de la culture subventionnée, va devenir le point de ralliement des artistes et des techniciens du spectacle, des professionnels de l'animation culturelle, du sport, de l'hôtellerie, de la restauration, des saisonniers, des intérimaires, des précaires, des étudiants
Bref, la liste est longue. Nous attendons des actes. Nous demandons et revendiquons. Alors il y a 8 points. Premier point, une annulation pure et simple du projet des décrets Macron sur l'assurance chômage. Deuxième point, une prolongation de l'indemnisation pour tous les intermittents relevant des annexes 8 et 10, c'est-à-dire les intermittents du spectacle, mais pas seulement. On veut aussi son élargissement à tous les travailleurs précaires, aux extras, saisonniers et autres qui subissent les effets à la fois de la crise et des politiques patronales. Troisième point, une baisse des seuils d'heures minimum d'accès à l'indemnisation chômage pour les primants entrants ou intermittents en rupture de droit. Quatrième point, de toute urgence, des mesures pour garantir l'accès au congé maternité, maladie à toutes les travailleuses et travailleurs dont l'emploi est discontinu, ainsi qu'aux autrices et aux auteurs. Cinquième point, des moyens pour garantir les droits sociaux, retraite, formation, médecine du travail, congés payés, etc., dont les caisses sont menacées par l'arrêt des cotisations. Parce que certains payent des charges pour signifier que c'est super lourd à porter. Sixième point, une concertation avec les organisations concernées, salariés, publics, organisateurs, prestataires, etc., pour la mise en place d'un calendrier de rouverture de l'ensemble des lieux de manifestations culturelles Septième point. Est-ce que vous le suivez toujours? Ok, parce que j'en vois qui dorment. On n'a presque fini. Septième point, un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l'emploi en concertation avec les organisations syndicales concernées, de salariés et de la culture. Huitième et dernier point, pour porter ces revendications, nous exigeons dans les plus brefs délais une réunion du CNPS, le Conseil national des professions du spectacle, avec le Premier ministre. C'est un discours collectif, donc c'est pas moi qui parle. Par contre là, je vais quand même préciser quelque chose, c'est que j'aurais remarqué qu'on est parti de l'intérêt général pour finir par l'intérêt particulier de travailleurs de la culture, et certains travailleurs de la culture, pas tous, parce qu'on les intermittents du spectacle, parce que nous considérons que nous faisons partie des précaires et que le monde des précaires est très large, nous dépasse largement. Donc il nous semblait normal et légitime de commencer par parler de tout le monde avant de parler de nous-mêmes. Voilà. Merci. Ok, merci Ali. Alors, ça y est, l'agora est ouverte, donc si vous voulez vous exprimer, vous levez la main, on va pas faire comme hier, de venir derrière, sauf si vraiment vous y tenez. Et je me déplace. Et c'est parti. Allez, on va essayer d'être dynamique. On prend la parole. On raconte pas sa vie. C'est parti. Et, ah oui, je tiens à préciser, c'est moi qui tiens le micro pour pas que tout le monde le tripatouille et qu'après on nous accuse de cluster. Ok, c'est parti. Donc bonjour à tous, je me présente Vladimir, CGT Chômeurs Lorient. Donc voilà, je suis une des personnes, les nombreuses personnes qui occupent les lieux et qui participent un petit peu à tout. Donc je pense... 1, 2, 1, 2. 1, 2, c'est bon. Donc voilà, donc je voulais dire que c'était vital. C'était vital, absolument vital d'être ici aujourd'hui, de lutter. Très rapidement, je vais vous donner 2-3 chiffres, mais vous allez exactement et précisément comprendre de quoi on parle. Les décrets Macron d'assurance chômage qui sont censés s'appliquer au 1er avril pour une application au 1er juillet, c'est 800 000 personnes qui sont intermittents du travail, donc
ont des coupures dans leur période travaillée et des périodes non travaillées. Donc 800 000 personnes qui vont perdre du pognon. Pour être encore plus précis, c'est 500 000 personnes qui vont perdre entre 200 et 250 euros par mois. Donc, on parle d'une moyenne de 900 euros de revenus. Donc 900 euros de revenus, ben, vous faites le calcul vite fait, hein, vous passez à 700 euros, vous passez à 650 euros. D'accord? Plus les autres 300 000 qui vont perdre au minimum 50 euros. Et ben, des fois 50 euros c'est vital aussi. Hein, pour du chauffage, pour manger, pour... Donc, voilà. Donc je pense que c'est important qu'il y ait le maximum qui participe, donc je vais éviter de tenir trop longtemps le crachoir parce que c'est une de mes spécialités. Mais voilà, je voulais quand même dire qu'on nous explique qu'on n'est pas essentiel, voilà, qu'on est un danger, et ainsi de suite. Le danger, il est en face de nous, hein, c'est le CAC 40, c'est la dictature du CAC 40, et il va falloir rester bien soudés, parce que c'est pas fini, quoi. Il va falloir déjà gagner cette lutte, c'est indispensable, c'est vital, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer partout en France, qui est une dynamique où on a compris, quoi. On a commencé à comprendre que si on ne prenait pas les choses sérieusement nous-mêmes, on allait avoir des gros problèmes au niveau de l'environnement, qui est un peu vital quand même aussi, hein, en termes de notre santé et en termes de notre travail. Donc tout ce qu'on construit aujourd'hui, ici, c'est pour gagner, pour prendre confiance et pour récupérer des choses qui sont vitales pour nous. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Vladimir. Est-ce que quelqu'un veut réagir tout de suite, d'emblée, à ce que vient de dire Vladimir? Vous battez pas. Je profite de ce petit blanc pour dire qu'il y a, mon masque, une boîte de soutien au collectif occupant. Voilà, si vous voulez participer, soutenir d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre de la ferraille là-dedans. La caillasse. Peut-être tu veux alimenter. Articule. Alors, ça va mieux là? Vous m'entendez? Ouais? D'accord. Je vais parler un peu plus fort et d'articuler avec le masque. Je pense qu'il y a de quoi réagir à ce que vient de dire Vladimir. À mon avis, ce qui est dit là est essentiel. Nous sommes tous concernés. Non? Vous ne vous sentez pas concerné? Ah, vous êtes là parce que vous êtes concerné, ça. Faites-nous entendre en quoi vous êtes concerné. Ah, il y a quelqu'un qui lève la main. C'est court. Excellent, j'arrive. Ouais, alors je vais essayer de pas être trop non plus parce que moi aussi j'ai déjà pas mal pris la parole hier, donc c'est... Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Vas-y, c'est bon. Si on veut avoir quelqu'un d'autre. Ok, non, allez. Alors, Ah, la parité, il y a une femme qui prend la parole. très rapidement, juste du coup, par rapport à ce que vient de dire Vladimir, une réponse qu'on entend souvent, c'est oui, mais enfin, rendez-vous compte, il n'y a pas d'argent magique. Et là, en fait, personne n'a jamais prétendu qu'il y avait de l'argent magique. L'argent, il existe. Il y a un problème de répartition, c'est le seul problème. Voilà, je vous invite à y réfléchir. Et où est l'argent qui n'est pas magique? Alors, où est l'argent? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Bonjour à tous. Moi je viens, je suis une spectatrice de temps en temps, voilà, très beau théâtre. Et vous me manquez beaucoup. Voilà, je voulais vous dire ça. Je paye des impôts, je paye Salut, Fabrice. pas mal d'impôts, c'est vrai. Mais moi j'aimerais
que ça aille à l'éducation et à la culture principalement. Et je voudrais pouvoir choisir où vont mes impôts. Bon, il y a de l'argent, mais c'est très mal géré. Voilà, et je voulais vous dire ça. Je suis contente que vous soyez là et qu'il y ait du soleil et je vous encourage. Eh ben merci beaucoup madame. J'aimerais bien vous faire un câlin, mais on ne peut pas. Mais ça me touche droit au cœur. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous payez trop d'impôts, que vous les défiscalisez, peut-être moyen de trouver une petite bidouille. Ah lui, l'ambiance, c'est un truc de ouf, je te jure. Bidouille, pas forcément une bidouille, je suis assez carré. Mais moi, je voudrais justement qu'il y ait beaucoup de transparence au niveau de l'argent. Carrément. Voilà, et savoir où ça va. Peut-être qu'on peut continuer d'échanger ensemble, on va boire un café. Voilà, une autre fois, je vais dire au mari quand même. Ok, merci d'être venu. Ah, je crois qu'il y a un mouvement de départ. Bonjour. Bonjour. Cyprien, c'est ça? On se connaît? C'était où déjà? Enfin, Et on revient à notre précarité du travail et à notre intermittence pour l'après-midi et on sera là demain sûrement. Quoi. Vous faites quoi comme activité? Moi je sais, mais c'est pour tout le monde. Nous faisons du théâtre de l'opprimé. Ben vas-y, profite, je crois que c'est le moment d'en parler, hein. Tu peux dire un petit mot. Et ben du théâtre de l'opprimé, le but c'est de partager avec des gens qui ont des problématiques, des situations qu'on va remettre en scène et avec lesquelles on va essayer de trouver collectivement des pistes d'intervention, quoi. Du concret. Excellent. Avec Fred, voilà. Avec Fred, tout à fait. Et donc aujourd'hui, vous allez où? Nous allons à Bois du Château, à la maison de quartier. Excellent. Et ça prend bien? Ça prend très bien. Bon bah super, bah merci à vous. Tout notre soutien aussi pour votre activité cet après-midi. Big up! Ok, ça enchaîne. Allez, on n'a pas peur, évidemment. Alors, si vous entendez des gens qui parlent super bien, vous vous dites, waouh, comment ils parlent bien, comment elles s'expriment bien, n'ayez pas peur, vous avez le droit de moins bien vous exprimer. Je suis bien placé pour vous le dire. Donc moi, je suis déjà intervenue hier. Eh ben c'est pareil, on va... Parce qu'il y en a qui n'étaient pas là hier. Donc pour redire juste que depuis 2 ans et demi, il y a sur l'Orient un comité local de résistance et de reconquête des acquis de 45 et 36, c'est tout ce qu'on veut, qui s'est mis en place et qui se réunit samedi au Péristyle à 10 h. Tout le monde sont les bienvenus. Voilà. Merci. Ce que j'ai dit hier. Ou peut-être rapidement, parce que tout le monde n'était pas là hier. Oui, bah parce que en tant que syndicaliste, militante internationaliste, féministe, pas contre les hommes, mais pour les droits des femmes égalitaires, voilà, je suis là en soutien à l'occupation du théâtre. Voilà. Merci. Donc 10 h au Péristyle. Merci à toi. Ok. Peut-être que tu veux dire quelque chose? Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Ah. Bonjour, moi j'ai juste une question, c'est-à-dire qu'on a déjà connu en tant qu'intermittent des rassemblements pour défendre un peu nos droits. Là on ouvre ça aux précaires. C'est bien d'interagir comme ça sur des réunions collectives, sur des AG, sur des ensembles de réflexion. Après, moi, ma propre question en tant qu'intermittent, et je me recite dans un autre métier, c'est à savoir quels sont vraiment nos droits, nos actions qu'on peut défendre pour militer contre tous ces injustices. Voilà, après la question d'argent,
qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, c'est faire les choses. Et ma grande question aujourd'hui, moi qui quitte l'intermittence, non pas par seulement difficulté d'en vivre aujourd'hui, comme beaucoup, c'est quelles sont nos vraies actions. Voilà, tout simplement. Donc si ensemble on peut réfléchir et trouver des idées, je suis bienvenu à les entendre et à partager avec vous pour les réaliser et pas justement se poser des questions qui n'en ont rien à foutre, ces politiques, de nos questions en vrai. Donc quelle action à part celle-ci qui est déjà une grande chose. Voilà, si quelqu'un a des réponses. Merci Greg. Des réponses? Oui, pas. Peut-être 200. Oui, je vais juste apporter une réponse partielle. C'est vrai que j'ai moi-même été surpris. J'ai moi-même été surpris de l'ampleur du mouvement actuel en France, qui a démarré, comme vous le savez, au Théâtre de l'Odéon, donc initié par les professionnels du spectacle. Donc là, je ne suis pas un spécialiste, donc je préfère que ce soit des camarades, des collègues qui sont plus au fait là-dessus de parler en quoi consistent les annexes 8 et 10 de l'assurance chômage avec la règle des 507 heures. Mais bon, ce qui est assez incroyable, c'est que des personnes, des professionnels du spectacle ont initié un mouvement national pour lesquels ils ne sont pas directement impactés parce que les règles d'assurance chômage dont on attend les décrets, enfin on espère qu'ils vont être abrogés, mais bon, les projets de Macron, c'est applicable au 1er juillet, ne concernent pas les professionnels du spectacle et de la culture. Dans un premier temps, et voilà, c'est là où je peux vous apporter déjà une réponse partielle, c'est que c'est clair. Juste une petite information qui est passée à l'as que quasiment personne n'a vue. 1er janvier 2018, les cotisations sociales, donc les cotisations sociales c'est du salaire différé, c'est du pognon qui est pris dans la poche du patron et un peu du salarié pour servir plus tard. Hein, d'accord, donc retraite, protection de la famille, sécurité sociale, voilà. Et donc nous on demande l'assurance chômage en fasse partie. Mais en tout cas c'était bien une cotisation sociale qui allait dans une structure privée, l'UNEDIC, qui est une association, qui est malheureusement gérée paritairement entre les travailleurs et les patrons. Bon. On voudrait bien que ce soit que les travailleurs qui gèrent la caisse. Mais bon, au 1er janvier 2018, Macron, il a mis la main sur 20 milliards d'euros, qui n'étaient pas à lui, en transformant une cotisation sociale, donc je répète pour que ce soit bien clair, du salaire différé, de la poche des travailleurs dans celle de l'État, en transformant les cotisations en CSG, c'est un impôt. Dans un deuxième temps, il a dit on va faire une petite concertation avec les représentants des patrons et les représentants des salariés et on va définir ensemble les règles d'assurance chômage. Sauf qu'il a défini tout seul, puisque aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'ensemble des syndicats sont contre les décrets Macron d'assurance chômage. Bon. Et là où je veux en finir, c'est que si ça passe, les intermittents, les professionnels du spectacle vont forcément être impactés. Parce qu'il leur a dit, j'ai réussi mon coup avec le régime général, j'ai mis la main sur le magot, je vole les travailleurs en toute impunité, profitant de la crise sanitaire. Les prochains qui vont manger chaud, c'est forcément les intermittents. Et eux, ils l'ont compris. Merci à toi. Je veux juste dire que quand tu dis qu'il prend dans la poche des salariés un peu et au patron un peu, c'est au patron très peu et aux salariés beaucoup, sur la proportion du salaire ou la proportion de ce que les actionnaires gagnent. Voilà.
Et que les sous, oui, ils sont au CAC 40. Merci pour cet ajustement. D'autres réponses? Antisocial, tu fais attention en France. Tu passes toute ta vie, tu payes les affaires sauvages, tu passes toute ta vie dans les couloirs du métro. Social. Vas-y, piano, un petit intermède musical. Je tiens. Berly, bon voisin, le mec qui a tué Trust. Antisocial. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Tu passes toute ta vie dans les couloirs du métro. Tu passes toute ta vie dans les couloirs du métro. Et même que faire dans le passé, on ne peut rien y faire. On revient pas dans le passé. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Oh, tu... Merci, Johan. Maintenant, nous faisons une petite page de publicité. Le Cinéville ouvrira ses portes le... Ah, on me dit à l'oreillette qu'on n'a pas la place. Ok. Alors là, je vais prendre la parole pour répondre à Vladimir de la CGT Chômeurs. Quand il nous a dit qu'il n'était pas spécialiste du régime chômage dans l'intermittent du spectacle. En fait, ce régime, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a une histoire. À l'époque où il a été mis en place, c'était le plein emploi. Ah, pardon. Et il se trouve que dans le cinéma, il y avait une pénurie de techniciens. Parce que les mecs, les techniciens, ça ne s'intéressait pas de travailler 2 jours dans le mois. Parce qu'ils voulaient avoir un salaire sur 30 jours, d'avoir un salaire sur 2 mois. Du coup, ils préféraient travailler dans le plein emploi que venir travailler dans l'industrie du cinéma. Et donc le patronat décide à ce moment-là de créer une caisse de salaire, qui dit bien salaire. Pour garantir un salaire les 30 jours du mois. Et à ce moment-là, les techniciens du cinéma, les seuls techniciens du cinéma, parce que les autres techniciens n'étaient pas concernés, donc à l'époque, ce régime s'est mis en place comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait uniquement les techniciens du cinéma et les cadres du cinéma qui étaient concernés par la caisse de salaire. Donc rien à voir avec l'histoire de défense de la culture. D'ailleurs, les artistes n'étaient pas concernés. J'ai une tendinite. Et du coup, les... Si tu peux parler sur un rythme un peu plus soutenu, s'il te plaît. Parce que je crois qu'avec le soleil, ça va mal faire. Bon, on fait plus vite, vous allez suivre, vous dites si vous ne suivez pas, hein, d'accord? J'attends pour vous, ok? Ok, alors, 1936, les techniciens et cadres du cinéma sont concernés par une caisse de salaire. Et donc, c'est uniquement les artistes ne sont pas concernés. Donc ça, il n'y a aucun rapport avec le monde de la culture ou défense de la culture. Les artistes ne sont pas concernés, ils seront concernés que 33 ans plus tard, en 1969. Et il se trouve que, depuis les années 90, il y a une multiplication des contrats courts. Donc, on n'est plus dans les années 90, on n'est plus à l'époque où les seules personnes concernées par l'intermittence de l'emploi donc, dans les années 90, ce n'est plus seulement les artistes qui sont concernés, les techniciens qui sont concernés par l'intermittence de l'emploi. C'est bien plus large que ça. Et donc le patronat prend peur, ne voudrait pas qu'on étende le régime chômage de l'intermittence du spectacle à tous les salariés qui sont dans la discontinuité de l'emploi. Donc là, il sort le joker de, comment ils ont appelé ça déjà,
plus mes mots, l'exception culturelle, voilà. Donc nous, on trouve illégitime que des gens qui, comme nous, sont dans l'intermittence de l'emploi, eux, ne bénéficient pas d'un régime chômage construit pour répondre à l'intermittence de l'emploi. Donc c'est bien pour ça que nous demandons l'élargissement de l'intermittence à tous les intermittents de l'emploi. Par contre, aujourd'hui, on a un problème, c'est que nous ne sommes pas en contrat de travail. Il n'y a pas de cotisation de payer. Comment on fait? Est-ce qu'on met en place une aide? Pourquoi pas? Mais imaginons qu'en 2022, Ordre Nouveau prend le pouvoir, non, Front National, Rassemblement National. On s'en fout de toute manière, ils ont changé de nom, mais ils sont toujours aussi cons. Et donc, est-ce qu'il y a des partisans d'ailleurs du Rassemblement National? Donc, si on met de l'aide, un système d'aide en place, on pourrait très bien démonter par l'État, il suffit qu'il y a un changement de majorité et c'est fini. Par contre, si on considère comme au départ de riches d'intermittence, si on considère que c'est du salaire, c'est plus la même chose. Du salaire indépendamment des cotisations. Eh bien, tous ceux qui ne sont pas dans l'emploi, les intermittents d'emploi hors contrat de travail, les intermittents du spectacle évidemment, mais aussi tous les gens qui sont RSA, qui ne sont pas dans l'emploi, aussi du coup bénéficieraient d'un salaire, parce qu'aujourd'hui ils sont exclus. Donc je trouve tout à fait légitime que le régime dont nous bénéficions soit élargi aux intermittents de l'emploi, ceux qui est un emploi et non-emploi, parce que moi je trouve ça qu'ils travaillent tout le temps. Et donc, les gens qui sont aujourd'hui au RSA et qui sont pas dans l'emploi, pour moi ils travaillent aussi. Et donc ils devraient bénéficier de ce salaire qui a été mis en place depuis 1936, à l'époque uniquement pour les techniciens du cinéma, et j'aimerais qu'il soit élargi à tous les travailleurs. Donc quand j'étais gamin et que j'entendais Alain Laguillet dire « travailleuse, travailleur », à l'époque je comprenais de travers. Je comprenais de travers, et employé, employé. Je ne comprenais pas travailleuse, travailleuse, parce que pour moi à l'époque c'était synonyme, or c'est pas du tout synonyme. Merci. Merci Ali. Ça aurait été étonnant que je ne prenne pas la parole, hein, parce que vous commencez à me connaître. Mais comme je vais m'en aller, je voudrais simplement vous rappeler que demain c'est le 18 mars. Le 18 mars 1871 a éclaté la Commune de Paris. Dans les célébrations qui vont venir, ou les commémorations, bien évidemment, Macron nous a rappelé que 1871, c'était l'avènement de la Troisième République, et c'était aussi, si j'ai bien compris, parce que je ne comprends pas toujours tout ce qu'il dit, que c'était le 200e anniversaire de la mort de Napoléon, ce grand homme qui a mené la France et les jeunes de 14 ans se faire tuer en Russie. Eh bien, moi je vous dis, commémorons, célébrons les martyrs de la Commune et le travail. Mais oublions la Troisième République et jetons aux orties Napoléon le premier et le troisième aussi. Merci à Susanna. Quelqu'un veut dire quelque chose? Qui a dit ouais? Peut-être on fait pas tout de suite une pause musicale. Est-ce que quelqu'un va rebondir sur ce qu'a dit Azucena ou répondre à ce qui a été soulevé tout à l'heure? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris aussi, c'est possible, hein? N'ayez pas peur de dire je n'ai pas compris. Bon, j'aimerais faire un petit sondage en fait. Voilà. Je veux savoir qui est là. Est-ce que nous avons des intermittents du spectacle dans le public? Est-ce que nous avons des intermittents de l'emploi, par exemple des intérimaires, etc. On va commencer peut-être par les intermittents du spectacle. Est-ce que les intermittents du spectacle peuvent lever la main? Ok, merci. On va arrêter maintenant les intermittents de l'emploi.
des intérimaires? Ah, il y a déjà beaucoup moins. Est-ce qu'il y a par exemple des étudiants? Il y a un petit peu plus que des intérimaires, merci les étudiants. Ouais. Des gens qui bénéficient des minima sociaux, comme on dit, vulgairement. Des gens RSA. Ouais. Donc là, on a un petit problème, c'est que on défend tous les travailleurs et tous les travailleurs ne sont pas représentés. Donc moi, ça me pose un problème de parler en leur nom alors qu'ils ne sont pas là. Peut-être qu'ils bossent aussi. On est quand même en semaine à 14h30. Quelqu'un de RSA, faut vraiment être intermittent quoi, pour arrêter. Justement, il y a que les gens qui bossent ça qui sont là. Justement, ouais. Les gens en CDI, j'imagine qu'ils ne sont pas là. On ne sait jamais, peut-être. Ah, si, regarde. Ah, bah si. Tiens, d'ailleurs, un petit peu. Au chômage partiel, bah ouais, nickel. Tu veux dire un petit mot Que les restaurants réouvrent un jour, peut-être. Ouais, c'est vrai, ce serait bien. Oui, n'ayons pas peur de le dire, dis-le bien fort pour tout le monde. Les bistrots! Ah bah là, il y a du soutien, là. Pas de doute. Et les bars, c'est pareil dans le jargon, bistrot, bar. Mais ouais. Est-ce que quelqu'un veut passer un message au maire qui est là-bas? On lui fait coucou? Coucou. Est-ce que d'ailleurs dans l'Assemblée, parce qu'on peut faire un sondage, est-ce qu'il y a des connards de droite? Oui, monsieur. Et je suis un connard, mais pas forcément de droite. Connard d'intermittent, du coup? Un connard d'intermittent, c'est ça. Donc juste pour rappeler un petit peu une petite situation qui s'est présentée hier aux occupants du théâtre, Monsieur le maire ou ses services ont donné l'injonction à la direction du Grand Théâtre de ne pas soutenir le mouvement de façon logistique, c'est-à-dire de ne pas nous prêter du son. Ouh! Ouais, si vous criez bien fort, ils vont entendre. Voilà. Donc nous avons un ami prestataire qui nous a prêté le système qui est loué, voilà. Donc, il n'y a pas un technicien qui peut gérer ça? Ils sont où les intermittents là? Faut bien qu'ils bossent en fait, merde. Et donc c'est quand même un peu... Bon. Si, il y a un connard de droite, il y a Amine qui est là. C'est un petit peu lamentable qu'une mairie comme Lorient, qui se dit ouverte sur la culture, etc., dispose d'une scène nationale, ne supporte pas les gens qui sont les travailleurs de ces lieux. On a entendu dire que nos occupations étaient dangereuses, excusez-nous, mais ces maisons-là, ce sont nos outils de travail. Est-ce qu'on va aller les piétiner, comme nous l'a dit Roselyne Bachelot hier soir? Est-ce qu'on va aller piétiner notre outil de travail? Je vous entends pas! Roselyne, au chien, t'es ferme ta gueule! Ouais, alors moi je voudrais juste réagir sur Roselyne justement parce que je pense qu'elle fait très bien son job et je pense elle fait très bien son job de politicienne macroniste. Roselyne, si elle dit d'un mouvement qui est laissé, le mouvement on le laisse faire, il prend, il y a un choix qui est fait de le laisser prendre. Et si Roselyne va dire de ce mouvement qu'il est dangereux, c'est une manière de tuer le bébé dans l'œuf. Il ne s'est rien passé. Elle sait très bien qu'il y a des jauges, que tout est respecté, que tout est fait selon une certaine forme de convenance. Et du coup, elle utilise quand même le mot dangereux. Mais ça, c'est très choisi, c'est très malin de sa part. Et moi, j'ai l'impression aussi qu'on tombe dans ce piège de faire ce qu'ils attendent de nous. Et de le faire aussi pour l'instant. Alors, on va attendre et espérer et faire que ça prenne de l'ampleur, que ça grossisse. Mais pour l'instant, il n'y a pas de rapport de force. Et le rapport de force, il faut trouver un moyen de l'installer. Et ces théâtres, ce théâtre et les théâtres subventionnés,
c'est quand même des symboles d'une forme de ségrégation sociale. Et enfin, je veux dire, il n'y a qu'une classe sociale qui va dans ces théâtres, à part les gens qui y travaillent. Et enfin, pour moi, le sens d'une occupation d'un théâtre comme ça, c'est d'empêcher qu'il réouvre. C'est pas forcément d'être là quand il est fermé. Je parle du sens de l'occupation en tant que telle. Et du coup, si une occupation, c'est attendre des pouvoirs publics contre qui on se bat, qui nous donnent un soutien logistique, ça ressemble pas trop à une occupation. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut savoir instaurer le rapport de force collectivement et avec des vrais moyens. Il y a quelqu'un qui a posé cette question tout à l'heure. On n'y a pas directement répondu parce qu'on a parlé technique sur l'assurance chômage, mais il y a un moment où le rapport de force, il faut l'installer et là, on nous laisse faire. Et si on nous laisse faire, c'est pas un hasard. C'est qu'il y a une image, on a besoin de l'image de la culture, on nous vante l'exception française à tire-larigot, et Roselyne, elle s'en sort très bien, elle maîtrise, elle s'en fout qu'on dise que c'est une connasse. C'est son job. C'est son job, elle soutient un gouvernement de droite, autoritaire. Si un gouvernement de droite autoritaire nous laisse tranquille là, c'est pas normal. C'est que nous, on fait pas notre job correctement et qu'on n'utilise pas les bons points d'appui. Et donc, il faut vraiment qu'on pense à ça et à comment faire avancer les choses, parce que sinon, ils vont nous virer quand ils voudront en claquant du doigt. Hein. Du coup, j'ai une question pour l'Assemblée. D'après vous, le problème, c'est où? Au niveau de l'État, qui ne fait pas les choses comme il faudrait, ou c'est nous qui ne nous organisons pas comme il faudrait. En gros, ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on doit attendre que l'État réponde à nos problématiques et se voir comme des petits-enfants qui attendent que les parents prennent les bonnes décisions, ou devons-nous nous comporter en adultes et décider nous-mêmes de ce qu'il y a à faire et penser que nous sommes les seuls légitimes à décider de l'action ou de ce que nous devons construire, quoi. Soyons dangereux! Moi, je voulais juste faire un petit aparté sur Roselyne Bachelot, qui est notre ancienne ministre de la Santé. C'est quand même elle qui a mis en place la tarification à l'acte, qui fait que les hôpitaux n'ont plus rien. C'est eux qui ont mis ça en place. Ça a commencé il y a très longtemps, bien avant Sarko. Elle était sous Sarko. Il faut juste s'en souvenir que notre ministre de la Culture, c'est l'ancienne ministre de la Santé. Elle avait peut-être prévu des vaccins pour le H1N1, mais à part ça, elle a fait de la bonne merde depuis qu'elle est aux manettes. En fait. Elle a fait que ça. Et après, elle vient faire la bouffonne sur cette télé de merde qui ruine la tronche à tout le monde depuis tant d'années. Comment c'est possible, quoi? Comment c'est possible qu'on les laisse encore faire, se foutre de notre gueule, en long, en large, en travers, depuis tant d'années, et que on ne bouge pas, quoi. On ne bouge pas. Soyons dangereux, t'as dit. Soyons dangereux. Merci, ouais, tout à fait. Il y avait cette question toujours, est-ce qu'on occupe le théâtre ou est-ce qu'on est accueilli au théâtre? Alors, d'ailleurs, on aimerait bien avoir plus de monde, peut-être, voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à proposer par rapport à ça? Comment est-ce plus encore dangereux? une question, du coup. Ok. Pour l'instant, on ne répond pas à mes questions. Vous avez le droit. Hein. Est-il surprenant que les gouvernants, enfin qu'on dise les gouvernants, oh, ils sont méchants, ils se comportent mal? Est-ce que c'est si surprenant que ça? Vous pensez que sous l'Ancien Régime, le roi voulait être gentil avec la population, s'occuper de la population? Non, il défend son pouvoir, il garde son pouvoir. Je ne crois pas qu'on doit s'attendre qu'il se comporte correctement, il faudrait juste changer de personnel pour que ça aille mieux. C'est nous qui devons les prendre les choses en main, comme des adultes. Alors vous en pensez quoi de ça? Le problème c'est nous ou c'est eux? Où est le problème? Moi j'ai pas spécialement envie de répondre comme si j'étais à l'école. En fait, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup dans la manière de poser les choses. Maintenant ma question c'était plutôt de se questionner collectivement. Pourquoi on n'est pas dangereux en fait? Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils luttent depuis des années. Et moi, souvent, je me rends compte, enfin, par exemple, avec les gilets jaunes, d'aller en manif, avoir peur de se faire défoncer la gueule. Il y a des gens qui luttent dans les entreprises, c'est long, pénible. Moi, j'arrive pas, voilà. Et j'ai l'impression, en parlant avec plein de gens régulièrement, la question de fond, mais de quoi on a peur individuellement, collectivement, sachant que de toute façon, en face, on n'a rien à attendre, en fait. Enfin, si, on a des revendications, mais il faut s'organiser. Et ces questions-là, je pense qu'elles sont hyper importantes. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se mobiliser, qu'on n'arrive pas à faire front en manif?
Bon, alors là, il y a peut-être quelque chose qui va s'inventer. Hein, la convergence. Je suis pas défaitiste, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup. Enfin, pour moi, c'est un questionnement récurrent. Pourquoi avant, les gens y allaient, ils scoltaient des trucs atroces, et qu'aujourd'hui... Voilà, c'est juste une question que j'ai. La convergence. Je trouve pertinente la question. Effectivement, si on considère, avant même de lutter, on considère qu'on a déjà perdu, parce qu'on n'a pas la main, etc., bah, finalement, pourquoi se mobiliser? Donc la question pour moi, ce serait de ramener un peu notre histoire. Est-ce que c'est toujours été le cas? Est-ce qu'il y a des périodes où on a peut-être su se mobiliser et être à l'offensive ou pas? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce qu'on a toujours été dans l'oppression et ne pas avoir la main sur ce qui se passe? Ou est-ce qu'il y a des périodes où on a été à l'offensive et on a pu construire ce qu'on souhaitait? J'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai. On a l'impression qu'on recule, qu'on n'y arrive pas, on n'arrive pas à mobiliser. Mais est-ce que ça a toujours été le cas? Donc si ça n'a pas été le cas, comment se fait-il qu'à l'époque, c'était pas le cas? Et pour quelle différence il y a entre cette époque, l'époque où on arrivait à être à l'offensive, et aujourd'hui? Est-ce que c'est le contexte qui a changé? Est-ce que c'est notre façon de lutter qui a changé? Notre façon de voir la lutte qui a changé? Est-ce qu'on peut dire aussi que déjà se réapproprier l'espace public comme on est en train de le faire, c'est pas le début et qu'il faut juste penser à la suite? Enfin, moi je voudrais réagir sur le slogan que j'ai entendu, soyons dangereux. Ça fait un an qu'on nous dit que c'est dangereux d'aller à des concerts, que c'est dangereux d'aller au théâtre, que c'est dangereux d'aller au cinéma. Alors c'est super hein, de rentrer dans le théâtre, de l'occuper, mais plutôt que juste de l'occuper et de faire des petits débats comme ça qui sont très très intéressants, c'est pas le problème. Ben, si on fait être dangereux, si on doit être dangereux ou si on veut l'être, pourquoi pas organiser une séance de théâtre en faisant venir du monde, faire un fest-noz le samedi à la salle des fêtes de Cargazol de Ploumazou, de faire un concert dans n'importe quelle petite salle, puisque c'est dangereux. C'est tout. Il faut faire venir les gens, les faire revenir, et puisqu'on veut être dangereux, juste en faisant de la musique ou le boulot, de théâtre ou même aller au cinéma, eh ben, soyons dangereux, allons au concert, organisons des concerts. Merci. Moi, je ne fais pas de peau de banane quand j'aurais fini de parler. La question, c'est la convergence des luttes. Et tout à l'heure, on a posé la question en rigolant, est-ce qu'il y a des gens de droite? Et pourquoi est-ce que les gens de droite n'ont pas le droit de venir? Il y a un tas d'ouvriers, un tas de gens qui sont dans la merde, qui ont été gilets jaunes, et qui, en tant que gilets jaunes, ont été solidaires et il n'y avait plus de questions politiques. Et je pense qu'en fait, il faut aussi jouer cette carte-là, non pas continuer comme Roselyne Bachelot le fait, à ouvrir les failles et plutôt mettre du lien entre tous les métiers. Voilà. Alors je ne sais pas dans quelle matière, dans quelle mesure le faire, mais c'était ma petite réflexion que je voulais vous faire partager. Voilà. Même si moi, je ne suis pas de droite. Voilà. Merci. En tout cas, ils sont les bienvenus. J'ai juste demandé mais je veux dire, ils sont les bienvenus. Mais comme les connards de gauche. Oui, donc il y a quelque chose qui peut peut-être nous aider à comprendre comment on peut gagner des luttes. C'est l'histoire. Il se trouve que l'histoire, c'est passionnant en plus. On veut nous abrutir en nous rétrécissant le cerveau tous les jours avec les télé-réalités et les trucs vraiment à la con à la télé. Excusez-moi, mais j'ai une petite dent contre la télé-réalité parce que c'est vraiment la compétition, l'abrutissement total, bref. Donc notre histoire, il se trouve que ici, en France, notre histoire, elle a démarré il y a 1 million d'années. Hein? Mes parents, ils ont 1 million d'années, nous on a 1 million d'années. L'Homo sapiens, bon, c'est quand même plus récent, c'est 50 000 ans.
Mais bon, ça veut dire que pendant quand même 1 million d'années, on était autonome, autogestionnaire, et on décidait tout collectivement. Donc ça, je pense que c'est déjà un élément d'histoire intéressant. Bon, d'accord, on était chasseurs-cueilleurs, et il y avait une population extrêmement faible dans le monde, mais quand même, c'est un point d'appui. Donc, quand est arrivée une concentration humaine qui a fait qu'il y a eu l'agriculture et puis en même temps une sédentarisation qui a fait émerger les premiers États, donc des villages qui se sont transformés en villes, qui se sont transformés en États, donc pour la faire courte, Mésopotamie, Égypte et en Chine, hein, et après en Indus, ben là, les luttes, elles ont démarré direct. Parce que les États se sont appuyés sur deux choses, le grain et le travail forcé. Alors pourquoi le grain? Parce que c'est une unité de mesure qui permet de savoir combien de personnes vous pouvez nourrir, combien d'armées vous pouvez nourrir, et ça détermine la pérennité de votre État. Et le travail forcé, parce que dès le départ de la naissance des premiers États, on a obligé les gens à travailler en agriculture, dans l'extraction des minerais, et ainsi de suite, des emplois hyper pénibles, donc pour la faire courte, l'esclavage, quoi. Et là, les luttes, elles ont démarré direct. Et il faut savoir aussi une chose par rapport à cette magnifique période, donc les fameux proto-États, les tout premiers États qui sont installés donc il y a 10 000 ans, c'est qu'il leur a fallu 3 000 ans avant de durer. Pendant 3 000 ans, les gens ils ont dit « à la merde, moi je m'en vais, je vais redevenir chasseur-cueilleur, c'est trop pénible ». Voilà, je la fais courte, mais si on s'intéresse à notre histoire, on a beaucoup plus dans notre histoire de moments de nos vies où on a lutté, on a gagné, on s'est réapproprié notre autonomie, notre autogestion, comparé à ce qu'on est en train de subir actuellement, où on décide tout à notre place. Merci. Pour le coup, on est remonté bien loin. Que quelqu'un veut revenir encore plus loin dans le passé. Ouais, moi je veux bien. Moi je veux bien, Attends, peut-être parce qu'il y a beaucoup les mêmes qui parlent. Ce serait bien que les gens... Attends, il y avait aussi une annonce ici. Je viens juste faire une petite coupure, pub. Le samedi 20 mars, ici, on fait la grande marche pour le climat, la marche annuelle. Du coup, si jamais vous voulez vous joindre à nous, n'hésitez pas. Merci à toi, le 20 mars. Oui, juste un mot pour surenchérir par rapport à ce que vient de dire Vladimir, je crois, de mémoire. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a de plus en plus maintenant qui choisissent une reconversion professionnelle et qui préfèrent aller travailler dans l'agriculture dans un petit village plutôt qu'être tout le temps emmerdé, de se focaliser sur les problèmes urbains. Donc c'est une reconversion, ça. Voilà ce que je veux dire. Aussi autre chose, par rapport au fait que dans le temps, il y a peut-être plus de mobilisation. Ça peut-être à mettre un lien aussi avec le fait que maintenant il y a de plus en plus d'outils de communication entre les téléphones, les smartphones, les ordinateurs, les télés et tout des bonnes. Il y a peut-être un rapport réel qui a changé par rapport à la faculté de se mobiliser. Chacun est derrière son ordinateur, d'autant plus avec le télétravail, et chacun se démerde. Il y a peut-être un lien entre les deux, quoi. C'est tout. Ok, merci à toi. Il y a des gens qu'on n'a pas entendus. On peut aussi bientôt arrêter, on n'est pas obligé de parler pendant des plombes. Qui a levé la main? Dorian. Bonjour. Pour reprendre sur ce qu'on pourrait faire aussi, plutôt que de revenir sur pourquoi on n'y arrive pas tout le temps, d'où ça vient, qui est coupable, culpabiliser aussi.
Il y a aussi là aujourd'hui des choses qui se passent. Donc, il y a les théâtres et je crois depuis hier, je ne peux pas vous dire dans quelle ville, mais il y a des pôles emploi aussi qui sont occupés. Donc effectivement, en occupant des théâtres, pour l'instant, on ne dérange pas grand monde. En occupant des pôles emploi, potentiellement, ça va peut-être commencer à plus les agacer. Je ne sais pas. Et tout est possible. Eh ben, moi je voulais dire que je pense pas qu'il faut qu'on soit dangereux, mais plutôt qu'on soit fou en fait. Que là, le théâtre, on pourrait le repeindre parce qu'il est vraiment moche. Et Oui, toute la ville est comme ça. il est moche, donc avec des mosaïques à petits carreaux, c'est facile à faire. Et qu'en fait, pareil, s'il y a une manif pour le climat, et ben qu'on y aille, qu'on soit déguisé, qu'on soit fou en fait, parce que là, être dangereux, c'est pas valorisant, ça fait peur aux gens, ça creuse des écarts, alors que en fait, je pense qu'il faut qu'on s'amuse, parce que là, on se fait chier avec des réunions où chacun a un point de vue hyper différent, parce que le problème de l'intermittence, c'est que ça nous... Eh ben, on a des sous chaque mois, donc on s'endort aussi, et on va pas lutter pour les autres, et eux, donc, bah, ils viennent pas lutter pour nous non plus, hein, Donc, s'il y a déjà quelque chose qui est organisé, bah, allons-y en fait, et au lieu de s'éparpiller, bah, on se fédère, et samedi, on ramène, je sais pas, des costumes, enfin, voilà, bref. Ah, est-ce que c'est monsieur le maire qui est passé? Est-ce que monsieur le maire veut s'exprimer? Ça serait peut-être le moment d'intervenir, effectivement. On attendait justement s'il y avait le droit. Ah non, c'est droit. Les antennes sont là, mignon. C'est ouvert. Venir là, faut descendre. Il ne veut pas participer à la loi. Ce serait peut-être temps d'intervenir, monsieur le maire, quand même, hein, par rapport à tout ce qui se passe. Mais vous ne voulez pas participer. Vous pouvez parler à votre... C'est vos citoyens qui sont là. Il n'y a aucun problème. Et d'abord, j'ai rendez-vous là quand même. Je le ferai avec quand vous voudrez. Mais vous n'êtes pas obligé de venir en tant que maire, hein, mais en tant que citoyen aussi. Oui, enfin, on va pas jouer sur les mots. Je ne suis pas le maire de la ville, donc je viendrai écouter vos revendications. Il n'y a aucun problème. Moi, je respecte toutes les organisations syndicales. Tant que ça reste dans l'ordre public, vous avez compris, il faut que ça reste organisé, il faut que ça reste... Je pense qu'il y a des conditions sanitaires quand même. Vous allez armer la police municipale, vous allez rajouter des caméras de surveillance partout du coup. Mais non mais vous voyez là vous partez sur un truc qui n'a peut-être rien à voir avec ce que vous faites. Bah si, c'est la même chose. Tout à avoir, monsieur le maire. Tout à avoir actuellement. C'est une droitisation de la société, c'est une fascisation de la société. Allez demander dans les quartiers populaires s'ils sont pas pour d'être un peu plus sécurisés et tranquillisés. Moi je peux vous dire que ceux qui nous demandent de la protection, ce sont les flics ici. Peut-être que dans les quartiers ils en ont marre de voir des flics qui les assassinent tous les ans. Alors regarde, vous avez des gens qui ont été assassinés par la police. Le dernier confinement, il y a des gens qui ont été frappés. Non, mais enfin, il y a des gens qui ont été frappés. La police municipale vient des SDF, vous leur mettez des amendes et vous les armez. Il n'y a pas de policiers nationaux municipaux qui passent à crédit. Il y a des gens qui ont été frappés, il y a des gens qui ont été molestés en manifestation. Si, moi en manifestation, j'ai été frappé, ouais, je vous le dis, à Lorient, il y a un peu plus d'un an de ça, lors de la manif intersyndicale qu'il y avait eu au mois de décembre 2019. Voilà, alors effectivement, j'étais... Effectivement, je vais vous dire, effectivement, à la limite, il y a eu une sommation. Non, mais il y a une sommation qui avait été faite, il y a une sommation à l'époque qui avait été faite. Effectivement, je n'aurais peut-être pas dû être à cet endroit-là, à ce moment-là. Mais est-ce que ça peut se résoudre par des coups de matraque que j'ai eus? Et des gens ici peuvent en témoigner. J'ai pris... Si, à Lorient. Le 14 février l'année dernière, il y a eu aussi. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Donnez-moi acte, le 14 février, j'étais pas en responsabilité quand même, donc je ne peux pas être responsable de tout quand même. C'est quelque
Et quand la police nationale intervient, en plus je peux avoir un peu d'influence sur le commissariat, c'est pas les biens, j'ai l'influence, c'est les biens sur la police municipale. Jusqu'à preuve du contraire, la police municipale n'a jamais traqué, elle ne traquera pas, c'est pas son rôle et c'est ce que je ne comprendrai jamais. Jamais. Pourquoi ils sont armés alors? Quel est l'intérêt d'avoir armé la population et mettre des caméras partout dans la ville? Parce qu'il y a deux choses. Sur l'armement de la police municipale, j'ai déjà expliqué, c'est déjà un problème de protection des agents qui interviennent. Vous savez, j'ai tourné avec eux, et bien sûr, quand vous allez au bois du château un soir, c'est arrivé plusieurs fois, j'ai même assisté à des coups de fusil, il y a un problème de protection des agents de la fonction publique territoriale dans ces cas-là, qui font aussi pour les policiers municipaux, donc c'est un problème de protection. Et ne soyons pas naïfs, il y a malheureusement, c'est le cas en ce moment au bois du château, c'est aussi le cas à Fribourg, des situations qui sont quand même dangereuses, l'utilisation d'armes à feu, c'est aussi éventuellement, en cas vraiment d'une situation gravissime, la protection de la population, vous savez, ils sont formés aussi bien que les policiers nationaux, c'est dans des conditions extrêmement encadrées, tout ça est fait de manière très légale, professionnelle et républicaine. C'est pas de difficulté. Et moi jamais je ne donnerai un ordre à la police municipale de se comporter en shérif, c'est ça qu'on veut dire. C'est absolument pas l'esprit. D'ailleurs la preuve c'est que, par exemple, on va demander de mettre des îlotiers en place. C'est-à-dire qu'un policier municipal qui va être connu de la population, qui va tourner, qui va être l'interlocuteur du quotidien pour entendre ce qui se passe et pour pouvoir ensuite éventuellement le reporter à la police nationale. Ça va être ça leur rôle. C'est vraiment ça le rôle d'une police municipale. Ça fait des années qu'on connaît les problèmes dans les quartiers, mais justement c'est une politique de droite qui crée ces problèmes dans les quartiers. Qui ségrègue les gens. Je pourrais dire un mot. Je pourrais dire un mot. Je comprends bien ce que je vous dis. Aussi par rapport à votre mandat, vous comprenez bien. Vous ne serez pas éternel, votre majorité restera un certain temps, en tout cas, il y aura bien un jour. Voilà, la démocratie veut qu'un jour, il y aura une alternance. Si cette alternance, c'est l'extrême droite qui va pouvoir, on fait l'extrême droite et nous mettons en place. Je pense que, vous savez, il y a eu des tours de cantonal ici, pendant 2 années, sur 2 fois de suite. 2012 et 2015, on s'est retrouvé en lice le candidat PS et le candidat Front National. Et à chaque fois, on pouvait prendre les articles de presse, j'ai appelé à voter pour le candidat républicain. Ce qui veut dire qu'avant que le Front National soit au pouvoir ici, c'est sérieux. Sur le pouvoir. Il y a eu un certain Premier ministre, Lionel Jospin, qui, quand on lui pose la question si on serait président au deuxième tour sur le présidentiel de 2002, qui sourit. Bah là, on est dans la même. Tous les républicains sont je sais très bien. Je sais rien. Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque. Potentiellement, les choses peuvent changer. Monsieur Loher, est-ce que vous soutiendriez en conseil municipal une résolution demandant à M. Macron d'abandonner ses projets de décret sur l'assurance chômage? Non, parce que je ne vais pas faire de langue de bois, mais tout simplement pour une chose, c'est que le règlement intérieur de notre conseil municipal, et c'est le cas de tous les conseils municipaux de France, mais on s'est mis d'accord à Lorient pour être d'accord là-dessus, pour faire ça, pour mettre ça en œuvre. On n'aborde pas les sujets nationaux, parce que si on commence à faire ça, vous allez m'interroger sur tous les éléments de la politique Macron. Je ne suis pas élu pour ça, je ne suis pas là pour ça. Bah si, vous êtes élu du peuple. Moi j'ai été conseiller municipal, donc j'ai voté des choses qui allaient au-delà de mon mandat, juste en soutien, pour soutenir des choses qui semblaient... là on parle de moyens de subsistance de 500 000 personnes qui vont perdre entre 200 et 250 € par mois. Donc on parle de choses vitales. Accorder le fait que le conseil municipal n'est pas compétent sur quelque chose comme celle-là. Et deux, si on commence à faire ça, demain on va faire du conseil municipal une annexe de l'Assemblée nationale, on va parler de tous les sujets nationaux et je peux vous assurer qu'on ne sortira pas. Rien que sur les sujets locaux déjà, on a passé 6 heures dans les conseils municipaux. Vous n'êtes pas obligé de faire plusieurs délibérés sur des sujets trop vastes, mais là sur une actualité aussi chaude, dans une ville où vous avez un grand théâtre qui est occupé sur le sujet, ce sera un soutien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des assemblées pour ça, il y a des entités pour ça, il y a le conseil régional qui peut éventuellement prendre plus facilement des dispositions, il y a des parlementaires, donc c'est le métier, donc c'est le rôle. Après moi, en dehors du conseil municipal, vous pouvez effectivement interpeller n'importe quel élu, vous pouvez donner notre avis en tant que citoyen. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que citoyen? En tant que citoyen, qu'est-ce que vous en pensez? Mais en tant que citoyen, moi je suis comme vous tous. Évidemment que je suis le premier à regretter que les lieux de culture soient fermés. Non, c'est ça la question de la fermeture. Des décrets d'un Macron d'assurance chômage
qui sont censés se mettre en place au 1er avril, en application au 1er juillet, avec des baisses entre 200 et 250 euros par mois pour des gens qui ont à peu près 900 euros par mois en moyenne. Moi j'avais compris que l'occupation du Grand Théâtre, c'est pour ça qu'on ferme les yeux tranquillement, était liée à la problématique actuelle qui est un politique de soutien au milieu culturel. On peut comprendre effectivement à un moment ou à un autre que bon, c'est ça le premier sujet. Après, j'ai bien vu que vous avez rajouté d'autres sujets. Bon, le communiqué, c'est notre premier sujet. Si c'est ça, effectivement, moi je suis le premier à souhaiter que les milieux culturels puissent exercer leur métier, leur passion. Mais la question, en tant qu'individu, vous dites qu'au niveau du conseil municipal, en tant que maire, vous ne pouvez pas prendre faire une motion de soutien, d'accord. Mais en tant que citoyen, vous ne pensez pas qu'il faut annuler les projets de décret Macron d'assurance chômage avec des baisses de 200 à 250 euros en moyenne pour 500 000 personnes? Je voudrais être convaincu que ce soit vraiment le cas parce que je n'ai pas compris que c'était le cas dans on va vous écrire, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure. On va vous donner les éléments, c'est les données chiffrées de l'UNEDIC. Mais c'est bien, je préférais que vous me disiez tranquillement, on se voit, vous m'expliquez la situation telle que vous la vivez, telle que vous l'avez comprise. Moi, de ce que je sais de la littérature que j'ai vue, ça ne se traduit pas pour l'ensemble des intermittents par une baisse aussi. 40% à peu près. Pas les précaires. C'est les chômeurs. 40% des chômeurs. L'intermittence, parce qu'il y a les deux. Parce que moi, je suis travailleur de la culture, je suis intermittent de spectacle, je suis là avant tout pour défendre les précaires. Parce que moi, je ne suis pas concerné par, effectivement, les décrets Macron sur l'assurance chômage, je ne suis pas concerné. Mais je suis là pour défendre justement les précaires. Les autres intermittents d'emploi. Vous avez justement compris que l'intermittence avait été prise en compte et pour le coup plutôt bien protégée. C'est pas mon problème. Notre problème à nous, là, il est avant tout sur l'assurance chômage. On est en solidarité avec les autres intermittents d'emploi. Nous défendons ça en premier lieu. Les problématiques de culture, c'est une problématique, mais c'est loin d'être notre première problématique. Elle vient vraiment en dernier. Donc là, si vous pensez que c'est notre première problématique, il y a pas de communication. Franchement, c'est pas du tout ça. Notre cas, c'est l'ensemble des chômeurs, leur situation, que ce soit des gens qui sont encore dans l'emploi, pas dans l'emploi, qui sont plus de l'emploi, qui sont passés au RSA, c'est tous les gens qui sont empêchés d'être employés. Et là, notre problématique, elle est là. On n'est pas centré, on n'est pas des entreprises, on est des plus forts, on peut pouvoir travailler au mondial. C'est pas mon problème, la problématique première, c'est la situation des gens qui, eux, n'ont pas bénéficié d'un allongement des droits chômage. Je suis tout à fait d'accord que nous, on est plus bénéficiés, ça très bien. Je trouve ça indécent que d'autres ne l'aient pas bénéficié. Parce que je considère que mon métier n'est pas moins important que d'autres, mais il n'est pas non plus plus important que d'autres. Je ne vois pas pourquoi. Il n'y a pas d'échelle. Donc je ne vois pas pourquoi il y a d'autres intermittents qui sont dans le spectacle qui, eux, n'ont pas vu leurs droits être prolongés comme les nôtres. Je ne comprends pas là. Je vois pas. On va prévoir un rendez-vous ensemble alors du coup. Oui, parce que moi je m'interrogeais là spontanément sur cette question sur le chômage. Je l'ai regardé dans les grandes lignes, je ne connais pas les détails. Vous passez quand vous voulez et puis on définit ensemble un rendez-vous compatible avec votre emploi du temps. C'est comme ça, vous serez plus au fait de ce qu'on fait. C'est vrai qu'on a fait un communiqué, alors peut-être qu'il n'a pas été vu par tout le monde, mais du coup on pourra parler de choses qui nous occupent ici. Bon, je passerai et on discutera. De toute façon, le rendez-vous est pris, on fera sur cette forme-là, effectivement. C'est toujours dans la discussion qu'on peut apaiser les tensions. Bien sûr, mais oui, pour ça, il y a vu. Honnêtement, j'ai rendez-vous. Je n'ai pas voulu non plus vous dire, vous laisser croire que je ne voulais pas discuter. Je n'ai pas envie de répondre aux interpellations sur les questions de sécurité, les questions auxquelles je veux bien répondre, y compris par exemple sur la vidéoprotection, parce que je voulais lui répondre. Vous savez que qui demande la vidéoprotection le plus? Ce sont les juges. Les juges sont plutôt protecteurs des libertés en France, ils ne sont pas à condamner les gens. Pourquoi? Parce que ça aide à la résolution des enquêtes. Et c'est ça le premier objectif, aider à la résolution des enquêtes. Et ça a permis des résultats ces dernières semaines, y compris ici à Lorient. On a obtenu des résultats parce que les caméras qui fonctionnent déjà, parce qu'il y a déjà des caméras sur l'espace public orientais, ont permis d'avoir une vision très claire, une visibilité très claire de l'acte qui s'était déroulé, qui était grave en l'occurrence. Je ne vais pas le dire ici parce qu'il y a des enquêtes. Non, c'est pas
Ça permet la résolution. Donc ça, c'est quelque chose. En plus, on a une législation, honnêtement, je pense qu'il ne faut pas faire peur aux gens. Elle est très protectrice. Vous savez que les caméras n'ont pas le droit de filmer l'intérieur, évidemment, des propriétés privées. Oui. Sur l'espace public, vous êtes flouté. Le problème qu'on se pose, c'est l'utilisation générale des données. Oui, on est vraiment. Là, après, vous êtes j'entends bien. C'est-à-dire qu'on a malheureusement. C'est un peu l'histoire de la grenouille, vous savez. Je crois que là, vous avez 54 ans, moi j'ai un Lorient. Quand on a 10 ans, comme les parents, fermés par la maison, fermés par l'appartement, fermés par les bagnoles. On n'est peut-être pas le même esprit aujourd'hui, mais on avait le sentiment d'être plus sûr. C'est vrai que la société évolue. Je pense pas qu'il y avait aussi beaucoup plus de cohésion et de solidarité entre les gens. Aujourd'hui, on a un peu la sensation que tout est cloisonné, qu'il y a une catégorie socio-professionnelle, que la division a été insinuée un petit peu partout pour bien séparer les gens de fractions, communautés, petites communautés, et puis qu'on a fait monter ces tensions de façon à faire naître ce besoin de sécurité derrière. Depuis 2-3 ans peut-être, avec un peu plus que ça, quand même. Un peu plus que ça, quand même. Honnêtement, vous savez très bien, j'ai une expérience longue de vie associative, que ce soit au festival, dans les associations sportives. C'est là que se vit la cohésion aussi au quotidien un peu, parce que les gens viennent de tous horizons, ils viennent partager une passion. J'ai pas le sentiment que c'était moins... ça s'est dégradé de ce point de vue-là. La première insécurité, c'est la sécurité sociale. Les gens, ils n'ont pas de boulot, ils ont des boulots précaires, ils sont pressés comme des citrons, ils ont des travails qui sont intermittents, que ce soit en intérim, en CDD. Les saisonniers ici, on a énormément de saisonnalité pour les gens qui travaillent sur une période très courte. Donc il faut absolument, on vous attend, monsieur le maire, on vous attend de prendre position humainement par rapport à un endroit où il y a énormément d'intermittents du travail. Et il va y avoir un impact sur l'Orient très important si les décrets Macron passent. Donc on vous attend sur ce sujet, monsieur le maire. Entendez bien quand même que c'est pas nous qui sommes à l'origine des décrets et c'est pas nous qui ferons en sorte. Oui, mais il faut leur mettre la pression parce qu'on va pas en finir. Je vais faire en sorte pour le pays en tant que citoyen ou même en tant qu'électeur de ville. Et de toute façon, c'est pas notre action locale. Je vais pas répondre sur la question de la précarité, c'est une question très importante. Moi, je pense que le premier élément de réponse fort, ça ne prend pas toutes les questions, c'est aussi l'action sur le développement économique et l'emploi. Elle est fondamentale. Mais quel emploi? Mon travail, c'est mon boulot à la fois à la mairie mais surtout à l'agglomération, faire en sorte qu'on offre demain plus d'emplois pour cette personne. Quel emploi? Des miettes? Des miettes ou un salaire à l'année? Non, c'est pas il y a une question de salaire et il y a une question de statut aussi. Parce que vous, en tant que maire, vous savez très bien que vous avez un volant de 20% de précaires chez vous, dans votre mairie, dans votre communauté d'agglo. Déjà, on sait qu'il y a du boulot là-dessus. Quand même, mais bien sûr, vous savez, je suis allé faire le tour, j'ai pas tout à fait terminé de quasiment tous les services. Et donc la précarité, je l'ai vue, notamment dans les services sociaux d'ailleurs, parce que c'est là qu'elle est importante. Et effectivement, il faut qu'on apporte des réponses. Mais malheureusement, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain, parce que derrière, il y a des budgets importants. Alors, à part augmenter les impôts, ça, je vous donne acte que je pourrais augmenter les impôts. C'est pas mon choix. Voilà, ça, je l'assume. Mais à part ce volet-là, je prends en main un budget qui a ses contraintes, et je ne peux pas comme ça du jour au lendemain augmenter les budgets. Mais je suis comme vous, moi, j'ai vu la situation de gens qui sont employés au CCAS aujourd'hui, qui sont des aides à domicile ou des aides-soignants, qui travaillent quelquefois pour 15 heures, 20 heures par semaine, ce qui fait par mois effectivement un salaire très faible. Je suis d'accord, ce sont des situations qui ne sont pas normales. Encore une fois, donnez-moi acte que c'est pas nous qui sommes à l'origine de ça. On me demande de corriger, mais voilà, vous venez d'arriver. Donc, moi j'ai une petite question. Donc du coup, vous parlez de la précarité et vous dites en tant que maire, essayez d'intervenir par rapport à la précarité. Oui. Ok, c'est tout à votre honneur. Mais par rapport à il y a quelques semaines, ce qu'on a pu voir au niveau des centres de domicile fixe, il n'y a pas eu une interdiction par rapport à ça qui s'est fait ça, ça fait partie de la précarité. Je suis très content de répondre là-dessus. Voilà, oui, ça me donne l'occasion. D'abord, moi, je suis allé vraiment sur le terrain. J'ai été faire une maraude discrètement parce que j'ai pas été me présenter devant à l'époque les centres de domicile, je n'ai pas été me présenter, j'aurais pu. J'ai pas été leur dire je suis le maire, bonjour. Bon, j'ai pas voulu faire ça. J'ai voulu laisser travailler ceux qui intervenaient, qui étaient les gens de la Croix-Rouge, et j'ai tourné toute la soirée avec eux et j'étais à la rencontre des gens qui sont beaucoup souvent pas souvent des précaires d'ailleurs du travail. Moi les premiers que j'ai vus c'est des accidentés de la vie. Ça c'est vrai. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte, mais vous aurez beau leur apporter une solution logement, une solution problème d'emploi, ça passe pas. Un autre type d'accompagnement est pris en charge. C'est-à-dire qu'il faut une aide psychologique, il faut une aide médicale, il faut une aide sociale. Une aide
Ouais, mais c'est plus que le social. Oui, oui, bien sûr. Là, franchement, je me suis arrêté un soir, il faisait 0 degré, ça devait être en décembre, je vois un pauvre jeune homme qui est dans la rue, vouloir chercher l'espérer. Enfin, moi, je rentre chez moi au chaud, je le vois étaler dans la rue, je me dis, qu'est-ce qu'on fait dans la rue? Ben, j'attends un hébergement qu'on ne me donne pas, j'appelle le CCAS, la Croix-Rouge est intervenue, le lendemain, il était encore dans la rue, son mari était dans la rue, mes travailleurs sociaux. Je suis confiant, je me dis, mais il ne va pas rentrer dans les solutions d'hébergement. Et je ne juge pas. Il y a sans doute des accidents de sa vie qui font que peut-être qu'il n'a pas envie de rencontrer d'autres qui ont ce problème. Il n'avait pas de chien, donc il n'y a pas de problème de chien. Donc on sait que c'est des situations très complexes. Enfin, moi je me refuse aussi à dire, parce qu'il y a des gens dans la rue, c'est la faute de telle ou telle politique. Il y a malheureusement des situations qui sont liées aussi à des accidents personnels. Puis après, on essaye d'agir pour faire en sorte que cette précarité diminue. Moi je suis comme vous, je ne me satisfais pas de la situation où des gens tombent dans la rue. En 2021, en France, on reste une société riche. On ne doit pas tolérer ça. Moi je suis aussi un père de famille, un humain, un citoyen, et c'est pas des choses qui me font plaisir. Et si je peux, faire, si je peux quand même sur ces sujets faire en sorte qu'au niveau des services de la ville, de toutes les associations qui travaillent, on se coordonne mieux, qu'on ait une meilleure synergie pour traiter les situations, on ne va pas se priver de le faire. Hein. Croyez bien qu'on ne va pas se priver de le faire. Et donc cette fameuse intervention sur les SDF, je vous signale que c'est un arrêté qui date de plus de 10 ans. Il a plus de 10 ans. Il dit juste ce que disent tous les arrêtés municipaux en France, la consommation d'alcool sur la publique est interdite quand elle est ostensible, comme c'est le cas dans certaines situations. C'est tout. Cet arrêté-là, il a été refait de la même façon. Simplement, il est réactualisé de temps en temps parce qu'il faut changer les signatures. Et on en a fait un pataquès. Je n'ai pas compris pourquoi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors on peut regretter que ce soit le cas, mais moi je considère qu'à partir du moment où on essaie d'apporter des solutions d'hébergement, des solutions de prise en compte des situations, il y a aussi des situations qui ne sont pas tolérables sur l'espace public. Vous savez, moi les premiers qui se sont plaints contre... c'est même plus des SDF que j'appelle, hein, ce sont des gens qui squattent l'espace public et qui ne cherchent pas à comprendre la situation de ceux qui quand même ont des boulots, sont par exemple les personnels de la médiathèque. On dit, mais vous savez, monsieur le maire, nous quand on sort à 19h, eh ben, on est gêné de sortir à tel ou tel endroit de l'orientiste parce que l'ascenseur on ne le prend plus parce qu'il y a des gens qui arrivent dedans, on se fait alpaguer, on se fait insulter par des gens qui ont surconsommé de l'alcool. Est-ce que ça c'est une situation tolérable? Voilà, il faut se poser la bonne question. Je pense que non. Donc je pense que j'ai aussi la responsabilité d'agir de ce point de vue-là. Et c'est ce que je fais. Mais si l'idée que vous voulez me faire dire qu'on pourchasse le pauvre à Lorient, jamais ça n'était l'intention. Et tant que je serai intellectualité, ce ne sera jamais l'intention non plus. C'est pas ça qui est derrière. Améliorer le fait que chacun sur l'espace public puisse vivre librement et tranquillement de son espace public. Moi, c'est vraiment ma vision des choses. Hein. On peut ne pas être d'accord, hein, mais c'est la mienne en tous les cas. On est impatient de vous recevoir au Grand Théâtre pour parler de cette fameuse je vais essayer de décret Macron d'assurance chômage. Et on vous sortira tous les documents de l'UNEDIC qui montrent bien ça, hein, des baisses de 200 à 250 euros tous les mois pour des personnes qui touchent en moyenne 900 euros par mois. Donc ça concerne 500 000 personnes. Donc c'est ça, on est là pour ça. Aujourd'hui, on est là pour ça. Je peux rajouter une chose, c'est que du coup, je pense que vous nous apportez ça, c'est qu'il y a un travail d'un sociologue qui est spécialiste du travail précaire, qui a fait un travail de recherche sur l'assurance chômage entre 1979 et 2019. Et on voit comment elle a évolué, comment est perçu le chômeur à travers l'assurance chômage. On est passé à une situation où c'était une réponse effectivement par rapport à la situation personnelle des chômeurs. Donc plus dans une situation difficile, plus il y avait une réponse de l'institution. Et on est passé à une autre philosophie où petit à petit, de proche en proche, on est arrivé à une philosophie où le chômeur est responsable de sa situation, donc il aura moins cotisé, donc il touchera moins, et donc c'est une course enfin, c'est une course en avant vers plus de précarité, parce que finalement ce serait comme si ce serait lui qui était responsable de la situation. Or, la situation économique, c'est votre analyse ou c'est l'analyse de ce sociologue? La situation d'un chômeur n'est pas liée à sa volonté de ne pas s'insérer dans le marché de l'emploi, il est lié à un contexte. Si je suis chômeur en 2020, c'est pas la même chose si je suis chômeur en 1970. Il y a plein de choses qui m'échappent. Donc, soit la population a complètement changé, entre 1970 et 2020, je pense que ça sera les mêmes personnes, même si culturellement ça peut évoluer, mais pas au point d'avoir d'avoir 10 millions de personnes qui décident de ne pas vouloir être dans le marché de l'emploi. Vous savez, c'est très complexe tout ça, parce que
Moi en même temps, type de l'agglo, mais je vous le dis vraiment sincèrement, et je rencontre pratiquement tous les jours des chaînes d'entreprise qui disent mais nous on cherche des collaborateurs, on cherche des nouveaux qualifiés, on cherche des renforts pour l'entreprise qu'on ne trouve pas. Et en même temps, comme vous le dites, moi je vois bien, effectivement, les chiffres qu'on emploie, y compris sur le secteur du Pays d'Orient, je vois bien les situations sociales et dramatiques que ça crée. Et là on se dit, il y a un rencontre qui se fait mal ou qui se fait pas. Alors, ça peut être les demandes là, salaire, ça, bon, effectivement, il faut qu'on comprenne dans certains milieux que si on sous-paye les gens ont peu d'envie d'aller. Ça, je l'entends ça. Mais après, moi, je ne pas il y a les conditions de travail aussi, parce que l'agroalimentaire, on est content d'avoir des produits bien emballés dans les supermarchés, mais on n'a pas envie que nos enfants travaillent chez Cité Marine. Vous voyez, on sait très bien les conditions de travail qu'il y a chez Bigard. Chez Cité Marine, parce qu'ils prennent on n'a toujours pas envie d'envoyer ses enfants là-bas. Non, en même temps, moi j'ai visité des ateliers, des unités de consommation et de fabrication comme ça. C'est plus non plus ce que c'était il y a 20 ans. Il y a eu beaucoup de progrès d'ergonomie, de sécurité au travail, de fidélisation, parce qu'ils ont justement un sujet de fidélisation, et le nom que vous citez, Bigard ou Cité Marine. Cité Marine, c'est pas Cité Marine, même il y a 10 ans, ils ont fait beaucoup d'efforts de fidélisation. Donc, mais évidemment qu'il y a une situation difficile. Moi, quand je vais au port de pêche et que je vois les petites qui travaillent, tout le monde a admiration. Ça, c'est des métiers qui sont des métiers. Vous savez qu'il y a beaucoup de fidélité, hein. Attention. Les femmes qui sont là, elles ont souvent 25, 30 ans, 35 ans. Et pas le choix. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Je suis pas complètement d'accord. On ne discute pas sur les chiffres, mais nous on les connaît parfaitement. C'est 22% de la population active. Je n'irai pas faire leur métier. 22% de la population active aujourd'hui est inscrite au Pôle emploi. Sur votre bassin. Sur votre territoire. Moi j'ai dit 20% dans la campagne. Par contre, il y a un paramètre dont on ne parle jamais. On parle toujours salaire. Donc il faut faire en conditions de travail. Mais par contre, on ne parle jamais du pouvoir du salarié de décider de son travail. Parce que si moi j'ai envie de travailler, d'aller sur mon travail, c'est parce que je sais que je peux travailler comme j'entends, et que comme un chef d'entreprise, d'ailleurs une entreprise, il fait ça parce qu'il veut décider de son travail, c'est complètement légitime. C'est comme étonnant que effectivement le salaire, effectivement ça compte, parce que ça va conditionner les conditions de vie. On comprend, ça, on est sur les besoins. Mais je pense qu'on est plus que des chiens, l'os c'est pas suffisant. Bien. Voilà. Donc c'est très bien d'avoir un os. D'avoir un os, c'est très bien. Les conditions d'encadrement de management, après c'est les conditions de travail. Bien sûr. Ce que je ressens en tant que salaire, c'est mon os. Bon, très bien. Après, il y a les conditions de travail, que je sois bien là où je travaille, très bien. Il faut que je puisse décider aussi. Si j'ai une hiérarchie qui m'écrase et qui m'empêche d'exister en tant qu'humain, de décider de ma production, vous savez, l'entreprise évolue beaucoup. Les entreprises qui réussissent aujourd'hui le mieux, celles qui ont souvent les meilleurs marchés, qui ont aussi une bonne image, ce sont celles qui ont compris ça. Et qui depuis longtemps ont fait de la gestion de leurs ressources humaines la richesse de l'entreprise, la première richesse de l'entreprise. C'est celles qui ont toujours compris ça qui marchent le mieux. Il y a ce qu'on appelle la RSE aujourd'hui, qui en plus qui est la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui est un mouvement qui se développe de plus en plus, qui fait que la première des responsabilités chez l'entreprise, quand il a une vision claire d'où il veut aller et de la progression de son entreprise sur un marché donné, c'est de faire en sorte que ses collaborateurs soient accompagnés, soient le mieux possible dans l'entreprise. C'est la meilleure. Là, il y a de la marge, quand on voit quand même la réalité des turnover, les abus de turnover. On parle d'assurance chômage. Nous, il y a un truc simple. Ceux qui coûtent le plus, les employeurs qui coûtent le plus à l'assurance chômage, c'est ceux qui abusent des CDD et de l'intérim. Parce qu'ils cotisent peu et ils mettent de plus en plus de gens au chômage qui, eux, coûtent... Le gouvernement a taxé les contrats courts. Non, il n'a pas taxé les contrats courts. C'est plus compliqué aujourd'hui. Il a taxé 50% il a taxé très légèrement 50% des contrats courts dans certains domaines. Donc il a limité énormément les abus. Mais aujourd'hui, la réalité fait que les employeurs, ils se déchargent de leurs responsabilités. Bretagne, plus haut taux de maladies professionnelles, maladies professionnelles, accidents du travail. Je peux vous dire que ceux qui réussissent et ceux qui ont une vision claire de l'avenir de leur entreprise, ce sont ceux qui précisément soignent leur personnel, créent des conditions de travail, et ce sont eux qui ont souvent la meilleure productivité, parce que vous obtenez de vos salariés, vous obtenez de vos collaborateurs le meilleur quand vous savez créer autour les conditions là aussi, on peut le dire, d'un bien vivre dans l'entreprise. Moi, je ne prétends pas que tout soit bien avec Lorient, je garderai bien de ça. Par contre, je vais vous dire que c'est des discours que je porte auprès des agents aujourd'hui. Vous répondez toujours sur le bien vivre, sur le bien-être.
c'est avec les stylos. Bah oui, parce que c'est... D'accord. Mon action du quotidien, moi, elle est là-dessus. Enfin, je comprenais, mais il manque toujours le volet du pouvoir. Ceux qui décident de son travail. Et une deuxième chose qui surprend dans vos propos, c'est le terme charge sociale. Il ne faut pas non plus mésestimer la nécessité d'une hiérarchie dans l'entreprise ou dans une organisation administrative. Une hiérarchie reste nécessaire. Après, consenti, vous entrez dans une entreprise, vous avez un agent de maîtrise au-dessus de vous, un cadre au-dessus de vous, c'est pas forcément consenti, mais c'est comme ça, c'est une organisation qui est nécessaire. Une société ne peut tourner qu'avec des rapports hiérarchiques qui bon, même si vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je l'assume. Mais vous savez ce que je dis toujours à ceux j'ai sous ma responsabilité les cadres, encore une fois, vos collaborateurs, c'est la première richesse humaine, et l'autoritarisme, c'est pas la même chose. Vous pouvez avoir une autorité hiérarchique qui vous donne, qui vous confère votre rôle de cadre ou de responsable administratif, mais ça n'est pas de l'autoritarisme non plus, c'est pas en abuser. Les chefs faillons, on connaît tous, ça ne donne jamais rien de bon. C'est pas ça, c'est pas comme ça que demain on doit gérer nos organisations, nos entreprises, nos administrations. Ça moi j'en suis convaincu. Maintenant, je sais très bien qu'on n'est pas dans un monde idéal, qu'on n'en est pas là. On a aussi une nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail, y compris chez les cadres, les jeunes cadres, qui je pense sont plus formés à ces préoccupations-là. Peut-être que notre génération à nous, les années 70 ou 80, sont plus sensibles à la place à donner à leurs collaborateurs et à eux-mêmes dans l'entreprise. Moi, je reste malgré tout optimiste sur la façon dont les choses vont évoluer dans le futur, parce que on n'organisera plus les rapports dans la société, dans l'entreprise, comme on le faisait dans les 40-50 ans. C'était à évoluer quand même de ce point de vue-là dans le bon sens. Mais moi, je suis quand même un peu plus optimiste. Avec le CSE, ça ne va pas dans le bon sens. Disparition des comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail, ça ne va pas dans le bon sens, c'est sûr. Faire sauter cette possibilité d'intervenir sur les conditions de travail, l'hygiène, la sécurité uniquement dans les entreprises de plus de 50 salariés. Il aurait fallu l'étendre à l'ensemble des entreprises et là il a carrément disparu. Le CSE a fait disparaître le CHSCT. Donc il y a quand même des choses, vous dites ça va dans le bon sens, il y en a qui vont carrément pas dans le bon sens du tout. Ça dépend dans le sens de qui? À nouveau, en Bretagne, là il y a le plus de maladies professionnelles et d'accidents du travail en France. On est en queue de peloton. On est en queue de peloton. On a beaucoup d'agroalimentaire, on a beaucoup de consommation dans les milieux halieutiques et on a beaucoup de personnel en marge de progrès. C'est vrai qu'on a une marge de progrès. Mais croyez-moi, encore une fois, je rencontre aussi des chefs d'entreprise dans l'agroalimentaire et en tout cas, moi je suis convaincu qu'il y a pas 100%, mais une large prise de conscience parce que leur intérêt c'est aujourd'hui de garder leurs collaborateurs. Donc surtout la partie ergonomique, j'ai encore visité les ateliers marins il y a 10 jours, de pêche. Et encore une fois, les métiers sont durs. Moi, j'ai pas vu des gens malheureux, mais j'ai vu de l'encadrement qui était à l'écoute des salariés. Ils sont pas malheureux, mais à 50 balais, ils sont lourdés, ils sont cassés, quoi. Ils ont des TMS, ils sont en miettes, ils sont pillots. Je suis pas d'accord avec vous, ils sont pas lourdés. Ils sont licenciés pour une aptitude, d'accord. Ils sont licenciés pour une aptitude, mais enfin, ils sont quand même dehors, quoi. Et en PIO. Mais bon, là, on est sur des débats où il faut que les conditions s'améliorent. Donc, augmentation des salaires, diminution des temps de travail, amélioration des conditions de travail. Moi, vous savez, on fait le projet de territoire à Lagoux en ce moment, et on m'a interrogé là-dessus sur. Et alors vous, est-ce que vous êtes prêt à payer plus demain pour des produits agricoles de qualité, l'alimentation de qualité? Oui, moi je peux. Moi je peux payer plus. Est-ce que tout le monde peut payer plus? Et même beaucoup vont essayer de payer moins en allant sur des produits, pas toujours fabriqués d'ailleurs ici, fabriqués dans des pays éventuellement étrangers, voire même étrangers à l'Union européenne, parce qu'on sait qu'il y a une question de pouvoir d'achat aussi derrière, mais du coup, c'est un peu la branche sur laquelle on est assis. Je me souviens avoir eu il y a quelques années un débat avec la CGT là-dessus, sur cette question-là. Je pense que il faut aussi qu'on prenne l'habitude, circuit court, c'est pas seulement en matière environnementale, c'est aussi s'habituer à acheter local, produire local, acheter local, faire fonctionner son écosystème local, parce qu'on soutient aussi des entreprises locales, on soutient des amis, des proches, les membres de la famille qui travaillent dans des boîtes, dans des entreprises locales. C'est comme ça qu'on fait, qu'on crée un écosystème qui... Je pense qu'on n'est pas obligé de payer plus cher pour une agriculture de qualité. Par contre, il faut qu'on arrête de subventionner l'agriculture qui casse les hommes et qui détruit l'environnement. Parce que la PAC, il y a quand même un problème avec la PAC, quoi. Elle ne va pas aux petits producteurs, elle va aux gros. Et ceux qui utilisent le plus de pesticides, le plus d'engrais chimiques. Globalement, l'Union européenne... pour le coup, j'en connais mieux connaître le milieu de la pêche aujourd'hui que le milieu de l'agriculture, mais l'Union européenne est de plus en plus, je sais, c'est une morale là-dessus, sur les
condition d'octroi des aides européennes. Aujourd'hui, si vous êtes pas vertueux en matière justement environnementale, y compris même en matière sociale d'ailleurs, vous avez de plus en plus de mal à avoir les aides européennes. Il y a quand même un mouvement maintenant d'aides européennes. Vous obtenez que comme ça, hein, vous n'avez montré pas de blanche de ce point de vue-là, et vous assurez que la verdisation des aides européennes elle est totalement en cours. Elle va même beaucoup plus loin que ce qui se passe en France. Donc, bon, c'est des débats intéressants, mais vous voyez que... Est-ce que vous nous autorisez à diffuser ce qu'on a filmé? Je demande avant, vous voyez, je ne fais pas n'importe quoi. Le problème, c'est que ce n'est pas le sujet de la d'accord. discussion, donc je préfère qu'on puisse en discuter entre nous comme ça. D'accord. On peut diffuser juste ce que vous avez dit sur l'assurance chômage quand même, sur ce sujet-là, ou vous préférez qu'on en je me ferai sur un sujet local. D'accord. Sur l'assurance chômage. On vous attend, monsieur le. D'accord, très bien. Merci. Merci, au revoir. On va rediffuser parce que là j'étais en direct sur la page Facebook, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Hein? Je vais l'embrouiller. Bah, là de toute façon il a dit ce qu'il avait à dire. Hein. De toute façon s'il ne va pas dans ce qu'il a proposé, il est grillé vu qu'il est en direct. Hein. Donc voilà. Je dis au revoir vite fait et puis j'aurais bien voulu. Ah, big. J'ai vu que tu avais posté pas mal de trucs sur Insoumise et la mer. Hop là. Bon bah voilà. Du coup on a eu l'intervention du maire de Lorient, monsieur Leheur. C'était pas prévu, mais voilà. Bref, bon on va arrêter le live. Hein. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous redemande à chaque fois de liker, partager un maximum pour avoir un maximum de visibilité. Et puis voilà. Donc demain il y aura encore une agora. On se retrouve demain en live vers 13h devant le théâtre de Lorient pour un nouveau live, pour une nouvelle agora. Voilà, bonne journée à tous, likez, partagez, bisous, à demain.